Bon, puisque vous êtes inquiet avec le son, j'ouvre la conférence parce que sinon on va perdre tout le monde. Bonjour à tous. Euh, bienvenue à ceux qui étaient, bienvenue à ceux qui n'étaient pas là il y a 15 jours au lendemain des annonces de la Commission européenne. Et puis ravi de vous retrouver pour les autres. On va démarrer cette session. J'attendais qu'il y ait un petit peu plus de connexion, mais on va démarrer quand même parce que on a tous des tas de choses, des tas d'autres choses à faire. Oui, moi aussi, ravi. Merci pour les commentaires. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va évoquer des éléments un peu connexes des annonces omnibus d'il y a 15 jours, mais pas seulement. Alors, je vais juste changer l'option d'entrée dans la conférence parce que ça a l'air de... Bon, c'est pas grave. Euh, oui, donc on va revenir. Je vais revenir d'abord sur une légère prise de recul sur les questions qui nous occupent, revenir un peu sur CSRD, évoquer ce qui a été annoncé sur le règlement taxonomie et évoquer ce qui a été annoncé sur la directive sur le devoir de vigilance, parce que tout ça est lié dans cette directive omnibus. Alors, une intro plus CSRD, plus taxonomie, plus le devoir de vigilance, ça fait quatre petites parties. Et ce que je vous propose, c'est de faire des petites sessions d'échange à l'issue de chacune de ces quatre petites parties, avec l'objectif au total d'être plus dans l'échange que la dernière fois, d'avoir peut-être moins de slides et plus d'échanges. Donc voilà, c'est un peu mon ambition aujourd'hui. On va essayer de faire comme ça. Il y a un Q&A, je ne l'avais pas utilisé la dernière fois, mais n'hésitez pas à poser des questions et puis j'essaierai d'y répondre, mais je préfère de loin l'échange de vive voix, c'est plus facile et c'est assez fluide de vous donner la parole lorsque vous levez la main, donc on va faire comme ça. Je vous propose sans plus attendre, il y a encore des gens qui arrivent. Je vous propose sans plus attendre de partager donc l'écran, de partager mon écran. Hop, et voilà. Normalement, vous devez voir apparaître mes slides. Avec donc en introduction, je voulais vous parler de quelqu'un dont on a parlé dans l'actualité ces derniers jours. Qui est le nouveau Premier ministre du Canada, Mark Carney. Alors, ceux qui suivent mes cours savent ma passion pour Mark Carney, puisque c'est un homme qui a été important dans le domaine de la finance climat, et qui sûrement va rester important, et puis en prenant maintenant d'autres responsabilités. Mark Carney, il a une longue carrière de financier derrière lui. Il a été notamment patron du Financial Stability Board après la crise de 2008. Le Financial Stability Board était cette entité qui avait été mise en place par le G20 pour gérer les questions de soutenabilité financière et de stabilité financière au niveau mondial, un peu en concurrence avec le comité de Bâle. Il avait été aussi gouverneur de la Banque du Canada à l'époque, et il était en 2015 gouverneur de la Banque d'Angleterre. La Banque d'Angleterre qui porte mal son nom puisque c'est la Banque du Royaume-Uni en vérité. Donc en 2015, il était gouverneur de la Banque d'Angleterre et il a été invité au dîner des Lloyds le 29 septembre 2015 à prononcer le speech du dîner. Alors le dîner des Lloyds, c'est un truc annuel très mondain où, comme vous le voyez sur l'image, on est en nœud pape. Et il s'est exprimé devant tout le gratin du monde de l'assurance londonien. Et à la grande surprise de tous, il a prononcé un long discours sur le sujet du risque climatique. Ce discours est resté dans l'histoire. Alors, dans l'histoire,
restons modestes, dans l'histoire de notre matière, en tout cas, comme celui de la tragédie des horizons. C'était une référence à une notion d'économie de l'environnement qui est la tragédie des biens communs. Euh, et c'est un clin d'œil à ce terme de tragédie des biens communs. Qu'est-ce que c'est la tragédie des horizons? Ben, on y est complètement. La tragédie des horizons, c'est que nous sommes dans un monde, dans des sociétés complexes, avec des décideurs publics, banquiers, banquiers centraux, hommes politiques, gouvernements, législateurs, qui ont un horizon, en tout cas dans les démocraties, qui est beaucoup plus court que certains des sujets qu'ils ont à traiter. Dans une démocratie, l'horizon, c'est la prochaine élection. Dans une grande institution privée, dans une banque, dans une grande entreprise, on est souvent à l'horizon de la prochaine réunion avec les investisseurs ou de la prochaine assemblée générale. Bref, on est sur des horizons qui sont assez courts du côté des décideurs. Et pourtant, on a à adresser des questions, notamment celle du climat, qui portent sur des échéances plus longues et qui porte notamment sur les générations, qui porte sur les générations futures. C'est ce qu'il appelle la tragédie des horizons. Alors, profitant du discours, il en a profité aussi pour définir ce qu'était à son sens le risque climatique comme un risque physique, comme un risque de responsabilité, comme un risque de transition. Je ne veux pas insister là-dessus, je veux insister en revanche sur cette question de la tragédie des horizons, parce que face à à ce qu'il estime être cette tragédie des horizons, ce que Marc Carnet suggère, c'est de forcer les décideurs à avoir une transparence telle qu'ils soient obligés de prendre en compte les problèmes du long terme. C'est la solution qu'il suggère à la tragédie des horizons. Donc, son idée, la philosophie la conclusion qu'il tire de son speech, c'est de dire il faut que les décideurs soient contraints à la transparence, de sorte qu'ils soient contraints à intégrer dans leur stratégie, parce qu'ils sont sous le scrutiny, le mot français ne me vient pas, des uns et des autres, et que donc, ils sont obligés du coup de prendre en compte les obligations de long terme. C'est ce qui est à la base. C'est ce qui est à la base du reporting extra-financier. C'est ce qui est à la base de toute la question des disclosures de façon générale, qui est une question qui s'est répandue à travers le monde. La plupart des juridictions, du moins dans les pays normaux, et je ne mets plus dans les pays normaux les États-Unis, la plupart des juridictions ont des réglementations maintenant assez puissantes en matière de disclosures et d'obligations de communiquer. Et il faut se remettre dans ce contexte quand on parle de la CSRD, parce que c'est très important de comprendre que cette question de la CSRD et dans une certaine mesure de la directive sur le devoir de vigilance aussi, sont des questions qui essaient de répondre à cette question de la tragédie des horizons. Puisqu'on est dans la prise de recul et qu'on est dans cette question des horizons courts et des horizons longs, je me suis penché sur la perception par les décideurs, les grands décideurs mondiaux, des risques principaux auxquels nous avons à faire face dans le monde. Alors, l'enquête est d'il y a quelques semaines. Il n'est pas certain qu'à court terme, les réponses seraient les mêmes. Peut-être que les state-based armed conflicts seraient plus hauts. En tous les cas, à un horizon de 2 ans, ce qui ressort des enquêtes du World Economic Forum, c'est que les principaux risques dans le monde aujourd'hui sont ceux qui portent sur nos économies notamment, sont des risques de misinformation, de risques de situations de temps extrême et les conflits armés. Et puis la polarisation sociétale, le cyberespionnage, on retrouve bien les débats qui nous occupent lorsqu'on suit les chaînes d'infos. On est dans ces sujets-là à longueur de journée. Si on se place sur un horizon plus long, par contre, on voit que les risques liés à l'environnement, ils sont en vert sur ce graphique, remontent sensiblement. C'est-à-dire qu'à 10 ans, ce sont vraiment principalement des risques liés à l'environnement qui sont vus comme essentiels.
Il y a aussi le risque de la misinformation, de nouveau. Il y a aussi le risque des inégalités. Mais de façon assez claire, les risques environnementaux remontent dans la perception qu'ont les principaux décideurs mondiaux des risques auxquels ils ont à faire face. Et on retrouve là cette tragédie des horizons, on le vit dans notre actualité en ce moment. On est on est polarisé sur des questions qui sont graves, mais qui sont plutôt sur des horizons relativement courts, en tout cas avec la nécessité de prendre des décisions à court terme, et puis des problèmes qui demeurent et qui sont les problèmes à long terme. Je voulais remettre ces contextes, ces éléments de contexte en introduction de cette réflexion sur maintenant qu'est-ce qu'on fait avec cette CSRD. Et je terminerai ces éléments de contexte par ce graphique qui est la synthèse d'un livre que j'adore, qui a été écrit par Kate Raworth, qui est une économiste britannique issue de Oxfam, donc plutôt venant politiquement de la gauche, mais qui a dans son livre de 2017 cette façon de penser comme un économiste du 21e siècle, synthétisé de façon assez puissante le dilemme auquel on a à faire face. Alors là, c'est pas un dilemme aussi, c'est un peu aussi un dilemme court-long terme. C'est-à-dire que nous avons ce qu'elle appelle un plafond écologique qu'on peut caractériser par les 9 limites, les 9 frontières planétaires. Et puis, on a aussi un certain nombre de questions sociales à résoudre qui tiennent au fait que nous sommes 8 milliards sur cette Terre et que ces questions sociales, elles sont à résoudre par une dynamique économique, par une gestion d'un certain nombre de questions concernant les droits humains, par la paix, par la justice, par un certain nombre de sujets. Ça correspond peu ou prou aussi aux 17 objectifs de développement durable qui ont été signés en 2015. Alors, je sais bien que les États-Unis viennent de sortir de cet engagement, mais il n'en demeure pas moins que ces 17 engagements de développement durable correspondaient bien à ce que Kate Raworth appelle la fondation, le plancher social. Et on voit là-dedans, d'ailleurs, la paix et la justice comme une des conditions de la qualité de la vie des gens sur Terre. Et on est dans ce dilemme entre des questions à moyen long terme concernant les frontières planétaires et des questions plus urgentes concernant le bien-être des gens sur cette planète. Alors, j'en reviens à cette omnibus. Je vous ai déjà montré ce slide avec les trois législations omnibus qui sont prévues dans le programme 2025 de la Commission européenne et en particulier celui qui nous occupe aujourd'hui, qui est cet omnibus sur les reporting de durabilité. Là aussi, c'est un rappel. Donc, cet omnibus durabilité, c'est une proposition de directive amendant les directives CSRD et CS3D. Une proposition de directive reportant l'application des exigences de reporting de la CSRD et reportant le délai de transposition et la première vague d'application de la CS3D. On a donc en vérité déjà 2 directives omnibus, hein, une qui porte sur le fond et une qui porte sur le calendrier. Et puis un projet d'acte délégué modifiant le règlement de taxonomie et les actes délégués liés au règlement de taxonomie. En même temps avait été publié, j'évoquerai très rapidement cette question-là, une proposition de règlement modifiant le règlement sur le carbone aux frontières, sur le mécanisme d'ajustement sur le carbone aux frontières. Et puis, le même jour a été annoncée cette communication sur le Clean Industrial Act. Un point que je n'avais pas évoqué il y a 15 jours et qui est intéressant à noter, le projet d'acte délégué portant sur le règlement de taxonomie, on y reviendra, il est soumis à consultation. Ce qui n'est pas le cas des 2 propositions de directive, ce qui est assez étonnant, enfin étonnant. En tous les cas, ça dénote bien de la volonté de passer, sinon en force, mais du moins de passer sans trop de difficultés sur ces directives. Il n'y a pas de consultation publique alors qu'il y en avait eu pour la CSRD. D'ailleurs, j'avais moi-même participé à cette consultation publique en 2020. Les papiers de position sont toujours sur le site d'Aristote. Je les laisse dans un souci de transparence. Donc voilà, pas de consultation sur les 2 directives, une consultation de 4 semaines sur le projet taxonomie. Et d'ailleurs, on reviendra sur la taxonomie, on verra que
dès la proposition de directive, il y a déjà des modifications concernant le périmètre de la taxonomie. L'omnibus durabilité, on l'a dit, trois réglementations concernées, même si on aurait pu imaginer d'y inclure SFDR, on en a parlé déjà il y a 15 jours. Alors SFDR fait effectivement, comme l'avait signalé Véronique lors de notre entretien, de notre échange il y a 15 jours, SFDR fait donc bien partie d'une réforme en cours, donc c'est aussi un texte qui va être modifié. Si on revient, et là aussi, je vous avais déjà montré ce slide, si on revient sur le schéma général de la finance durable, de ce qui était de ce qui est le projet de finance durable en Europe, eh bien, on a sous cette réforme omnibus une refonte des directives CSRD, CS3D et aussi de l'acte délégué sur les ESRS et donc une refonte du règlement taxonomie et des actes délégués liés à la taxonomie. Comme je viens de le dire, les deux directives omnibus elles ne sont pas soumises à consultation publique. L'acte délégué il sera modifié par un autre règlement délégué, mais qui viendra après les directives omnibus. Et côté règlement taxonomie, le projet d'acte délégué est donc en consultation publique pour 4 semaines. Les 10 questions qu'on a rappelées la dernière fois, ces questions de modalité, ces questions de principe, comme je vous l'avais expliqué, c'est les questions que je me posais au départ, en croyant naïvement que les questions de modalité, c'était un peu ce qui dénotait d'une simplification des législations, et les questions de principe, c'était un peu ce qui dénotait d'une dérégulation, vraiment. En vérité, on voit bien qu'à travers le périmètre des entreprises assujetties, à travers la réduction des obligations liées au reporting de taxonomie, on voit bien qu'on est sur beaucoup plus que de la simplification, même sur les éléments qui sont cités à gauche. Alors, c'était l'introduction que je voulais vous faire avant de revenir donc, sur ces trois textes que sont CSRD, CS3D et le règlement taxonomie. Est-ce que d'ores et déjà, vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des mains qui seraient tentées de se lever, d'oser se lever ou pas encore? Dites-moi, est-ce que cette introduction vous évoque des choses ou vous fait vous poser des questions? Il faut que vous m'aidiez là. Sinon, on passe à la suite, hein, mais non, pas de questions sur cette phase introductive. Bien. J'espère que vous m'entendez bien. Je vous propose de repartir sur le partage et puis donc de revenir sur certains éléments qu'on a déjà évoqués il y a 15 jours sur la CSRD en passant un peu plus vite et puis en évoquant éventuellement d'autres questions. Alors, le reporting de durabilité CSRD, on l'a dit, les questions principales qui se posent sur cette réforme omnibus, c'est la question du calendrier d'implémentation, c'est la question du périmètre des entreprises assujetties, c'est la question obligatoire ou facultatif, et puis c'est la question du traitement de la chaîne de valeur qui a été une question très sensible dans le débat public parce que c'est celle qui concernait les petites entreprises. Je vous rappelle ce qui était en cours. Ce qui était en cours, c'était une législation qui était supposée viser toutes les grandes entreprises européennes. Alors, une grande entreprise, on y reviendra, une grande entreprise au sens de la directive comptable, c'est 25 millions d'euros de bilan, 50 millions de chiffre d'affaires, 250 salariés. Si 2 de ces 3 seuils sont dépassés, on est catégorisé grande entreprise au terme de la situation actuelle de la directive comptable. Et ce qui était en cours, c'était une évolution progressive pour couvrir toutes ces grandes entreprises et aussi y ajouter les PME cotées.
Et pourquoi y ajouter les PME cotées? C'est parce qu'il y avait bien une volonté de fournir aux investisseurs, aux banquiers bien sûr, mais aux investisseurs en particulier pour les entreprises cotées, une information comparable, fiable, auditée, de qualité. Il y avait donc bien cette logique finance durable. Il y avait bien cette logique financement de l'économie, finance durable. Et c'est pour ça qu'on avait retenu ce périmètre dit des grandes entreprises et ce périmètre des PME cotées. Et les PME non cotées, c'est-à-dire des entreprises qui ne dépassent pas les deux des trois seuils des grandes entreprises, les PME non cotées sortaient du périmètre CSRD, Ça, c'est ce qui était prévu et c'était basé donc sur cette définition qui relève de la directive comptable de ce que c'est qu'une grande entreprise. On avait donc une correspondance entre grande entreprise et scope de la CSRD au PME côté prêt, ce qui n'était pas le cas de la directive sur le devoir de vigilance qui, elle, partait sur des seuils plus élevés, en tout cas sur des seuils plus élevés pour ce qui tient aux effectifs salariés. Comme on l'a dit là, il y a 15 jours, le rapport de Mario Draghi sur la compétitivité a souligné cette question des, du poids des réglementations en Europe, mais en soulignant plus particulièrement la charge disproportionnée qui semblait porter sur les PME, petites entreprises de taille moyenne. Et c'est dans cette optique-là que la proposition Omnibus a décidé de remonter à un seuil de 1000 salariés pour rendre obligatoire le reporting CSRD, tout en conservant les deux autres seuils, 50 millions et 25 millions. Donc, ce relèvement ne portait que sur les effectifs. Ce faisant, on se retrouve sur le seuil qui est retenu par la directive sur le devoir de vigilance. Même si la directive sur le devoir de vigilance couvre en réalité moins d'entreprises parce qu'elle exige en plus un chiffre d'affaires supérieur à 450 millions d'euros de mémoire. Ces entreprises de plus de 1000 salariés, de plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou de bilan supérieur à 25 millions d'euros, elles restent soumises à la CSRD et elles restent soumises aux ESRS, sauf que il est également annoncé une révision future de ces ESRS-là. C'est-à-dire que même ces grandes entreprises se verraient, par un acte délégué à paraître de la Commission européenne, se verraient soumises à un reporting simplifié. C'est un acte délégué dont je comprends qu'il se rattachera à la future directive Omnibus, et donc on n'y est pas. C'est-à-dire qu'on est pour 1, 2, 3 ans dans une situation incertaine sur ce plan-là et pour le moment, on est sur les ESRS actuels. Les estimations de la Commission, c'était que ce faisant, on réduisait de 80% le nombre d'entreprises concernées. Je vous rappelle, on l'a dit aussi, la NFRD, dont la traduction française, la DPEF, couvrait au niveau européen à peu près 11 000 entreprises. La CSRD était supposée couvrir au niveau européen environ 55 000 entreprises. Et là, on redescend dans des zones autour de 6 000, 7 000 entreprises au niveau de l'Union européenne. Donc, on réduit considérablement le nombre d'entreprises concernées. Les entreprises non UE se voyaient appliquer la CSRD à terme, dès lors qu'elle générait plus de 150 millions d'euros par an de chiffre d'affaires dans l'Union européenne, et puis qu'elles aient une succursale dans l'UE ou une grande filiale. La proposition relève les seuils pour ces entreprises-là à plus de 1000 employés, et aussi à plus de 450 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui les cale sur le seuil de la directive vigilance. Les PME, c'est ce qui reste. Et donc, les PME ne sont plus concernées par la CSRD telle qu'on la connaît. Il est envisagé de créer d'ailleurs
Alors, toute la question, hein. J'ai souvent fréquenté les couloirs de l'EFRAG à Bruxelles, et quand vous croisiez des Polonais, des Allemands, des Italiens, ils étaient extrêmement préoccupés par cette question des entreprises. Alors, dans un premier temps, ils parlaient surtout du périmètre, de cette question du scope. Et puis après, ils ont découvert qu'il y avait aussi un effet chaîne de valeur sur lequel on va revenir. Euh, c'est une question qui dépasse largement la question de la CSRD. Définir la grande entreprise comme étant une entreprise de plus de 250 salariés, ça peut être très discutable parce qu'effectivement, quand vous avez 300, 400, 500 salariés, vous n'êtes pas forcément une grande entreprise et vous n'avez pas forcément les moyens de faire face à des obligations de reporting comparables aux très grandes entreprises du CAC 40 ou autres, ou des grands indices européens. Donc il y a un vrai sujet sur toute cette catégorie d'entreprises. C'est un sujet qui est légitime. Et donc, effectivement, il est envisagé, alors il y a différentes réformes en cours et beaucoup de discussions autour de cette question des PME. L'omnibus numéro 3, qui est prévu pour le deuxième trimestre 2025, donc très bientôt, devrait se consacrer à ces questions, parce qu'en définissant une nouvelle catégorie d'entreprises au sens de la directive comptable, entre 250 et 1000 salariés, eh bien, on pourrait simplifier considérablement un certain nombre d'exigences qui portent sur ces entreprises. Alors, qu'est-ce qu'elles vont devenir, ces entreprises qui ne relèvent pas du champ d'application de la CSRD? Elles sont pour le moment dans une situation incertaine. Et c'est pour ça qu'on reparlera de formation aussi. C'est pour ça que je pense que la formation à la CSRD, même pour ces entreprises, garde tout son intérêt pour disons, pour les 2 ans qui viennent. Les entreprises qui ne relèvent pas du champ d'application de la CSRD pourront choisir de faire du reporting volontaire, sachant qu'un certain nombre de ces entreprises ont déjà entamé le travail sur les normes actuelles. Elles ont déjà beaucoup travaillé sur ces questions-là. Et donc, il leur sera proposé une norme volontaire simplifiée basée sur la norme pour les PME qui a été élaborée pour les FRAG. J'insiste sur le fait, et on y reviendra, cette norme pour les PME, j'y participe beaucoup à titre personnel, cette norme pour les PME ne fait pas partie du cadre CSRD. À ce jour, il s'agit d'une initiative de l'EFRAG qui est hors CSRD. Mais par contre, cette norme pourrait servir de bouclier, et c'est là où on en arrive à la question de la chaîne de valeur. Cette norme pourrait servir de bouclier en permettant de limiter les informations que les grandes entreprises donneuses d'ordre ou les banques demandent aux PME. Et donc, on peut penser à terme, mais on n'y est pas, que cette norme pourrait prendre une certaine importance de ce fait. En toute logique, si ça devient un bouclier, ça peut devenir effectivement une norme véritablement juridique. Et donc, ça pourrait à ce moment-là prendre la forme d'un acte délégué. C'est pour ça que la Commission européenne évoque un acte délégué qui pourrait être publié dans les 4 mois de l'adoption de la directive Omnibus. Mais l'adoption de la directive Omnibus, on n'y est pas. Il y a tout un processus législatif qui va s'entamer. Et donc, on est à un horizon, là aussi, je dirais, pour faire simple, de 2 ans. Sauf si je n'ai pas compris certains raccourcis imaginables. Mais pour moi, on est sur des horizons assez lointains. Sur ce dispositif, donc Aristote, ma société, participe activement à la communauté VSME, qui est un espèce de think tank qu'a créé l'EFRAG pour réfléchir à cette norme volontaire. C'est un peu comme la taxonomie, ça peut être un outil utile pour des entreprises qui ne sont pas dans le scope CSRD pour analyser leurs impacts, risques et opportunités. Et nous proposerons d'ailleurs en mai 6 ateliers en ligne pour les PME et ETI sur ce dispositif-là. Tout ça est sur mon site. Alors, si je reviens sur CSRD, la Commission propose par ailleurs de reporter de 2 ans l'entrée en application des exigences de reporting pour les grandes entreprises qui font partie des vagues 2 et 3. On en a un peu parlé la dernière fois. Vous savez, c'est par exemple une entreprise non cotée
de plus de 1000 salariés qui n'auraient pas été concernés par la première vague, celle qui devait divulguer dès cette année au titre de 2024. Et ça, ces entreprises-là se verraient accorder un moratoire. Là aussi, on se trouve dans une zone un peu incertaine en matière de régulation pour un moment. J'en viens à la question des standards. Donc, dans sa communication d'il y a 15 jours, la, la Commission insiste sur le fait qu'elle conserve dans son approche le principe de double matérialité, c'est-à-dire une matérialité d'impact. Qu'est-ce que moi, entreprise, je cause à mon environnement? Qu'est-ce que je cause comme conséquence à la société? Qu'il s'agisse d'impact d'ailleurs positif ou négatif, alors même si on parle plus souvent d'impact négatif. Et puis la matérialité financière qu'on catégorise par des risques et des opportunités, et qui est mieux connue de nos amis anglo-saxons en général. Et qui était d'ailleurs ce qu'avait en tête Mark Carney quand il parlait du risque climat. Il était plutôt sur cette optique de la matérialité financière. Cette perspective donc n'est pas abandonnée, ça a été explicitement indiqué dans le Q&A de la Commission européenne, même si dans le dispositif VSME, c'est beaucoup moins clair, entre parenthèses. Mais je vous le répète, on est hors CSRD là-dessus. Et par ailleurs, dans sa communication du 26 février, la Commission annonce qu'elle va réviser les normes européennes de reporting en matière de durabilité. L'objectif est de réduire le nombre de points de données, de clarifier des dispositions jugées peu claires et d'améliorer la cohérence avec d'autres actes législatifs. La proposition supprimera aussi le pouvoir accordé à la Commission d'adopter des normes sectorielles. C'est très dommage. Les normes sectorielles auraient beaucoup aidé en matière d'analyse de double matérialité, parce qu'elles auraient aidé les entreprises à comprendre que quand on fait partie de tel secteur, eh bien oui, telle question est matérielle, telle question ne l'est probablement pas. Ça les aurait beaucoup aidés. C'était aussi très favorable dans une optique de transition de nos économies, parce que ça aidait à réfléchir aux questions en termes sectoriels, et cet abandon est franchement dommageable. Et là, on est là aussi à la limite entre simplification et dérégulation d'ailleurs. En conséquence, si on resynthétise, donc la cartographie à ce jour, tant que l'acte délégué, qui, je le répète, est supposé être consécutif à l'adoption de la directive Omnibus, tant que cet acte délégué n'est pas adopté, on reste sur le dispositif actuel avec des normes obligatoires et des normes soumises à l'analyse de matérialité. Les normes obligatoires, c'est toutes les normes transversales. Les normes soumises à l'analyse de matérialité, ce sont les thématiques, les différentes thématiques environnementales, sociales, gouvernance. Les normes sur les PME cotées n'ont plus beaucoup de sens. Donc, ça ne fait pas de sens de développer un ESRS. Il y avait eu des consultations sur un projet de ESRS là-dessus, sur un projet d'acte délégué, pardon, sur les ESRS listed et SEMIS. Donc ça n'a plus d'objet. Les normes sectorielles n'ont plus d'objet. Le dispositif pour les entreprises hors UE, alors je ne suis pas complètement clair sur le cadre juridique que ça doit prendre. C'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation sur mes slides. Les ESRS thématiques, ils sont supposés être simplifiés à l'avenir. J'aurais pu mettre mon simplification à venir aussi sur les exigences de publication minimale de l'ESRS 2 d'ailleurs. Et quant au concept de la double matérialité, il est confirmé explicitement dans les Q&A de la Commission européenne. Les exigences d'audit, je passe très vite parce qu'on l'a évoqué la semaine dernière, avec la proposition qui supprime la possibilité pour la Commission de proposer de passer d'une exigence d'assurance limitée à une exigence d'assurance raisonnable. Tout ça pour vous dire que, parce que je n'avais pas eu le temps d'en parler la semaine dernière, ou il y a 15 jours, tout ça pour vous dire que la formation CSRD que propose l'Institut supérieur de l'environnement garde tout son intérêt
ne serait-ce que pour comprendre et suivre toutes ces évolutions, mais pas seulement. Le cadre CSRD est un formidable cadre pour comprendre comment faire évoluer le modèle d'affaires d'une entreprise, comment en analyser les risques et les opportunités. Et d'ailleurs, parce qu'on est optimiste, on a planifié 5 sessions à venir sur cette formation CSRD qui, je le rappelle, est certifiante d'une part, éligible au compte personnel de formation d'autre part. Donc il y a une session en juin et puis 4 sessions au cours de l'année civile prochaine. Alors ce que je vous propose, c'est de repasser dans un schéma de questions-réponses, euh, à moins à moins qu'il y en ait aussi sur le chat. Euh, alors, Théorie du donut, le meilleur livre d'économie qui soit. Oui, oui, il y a des tas de choses discutables, hein, mais oui, c'est un très bon bouquin. J'adore la pédagogie qui en ressort. Il y a plein de questions qui sont discutables, hein. Il faut quand même garder en tête que La théorie du donut est un livre qui est écrit par Kate Raworth, qui a qui a un positionnement politique très marqué au départ, et qui est effectivement dans son discours, dans son bouquin, très anti-libéraliste, hein, ça c'est clair. La synthèse qu'elle fait entre ben, ce que j'ai appelé les objectifs de développement durable, c'est-à-dire le plancher social, et puis les frontières planétaires, c'est-à-dire le plafond écologique, est absolument génial pour comprendre les dilemmes auxquels on se heurte. Alors, je vois des questions qui semblent être des questions de gens qui n'étaient pas là. Euh, alors, je ne sais pas ce que veut dire la question, Claudia. Est-ce que la matrice de matérialité se justifie encore en complément de la matrice de double matérialité? Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Pour moi, une matrice de matérialité, c'est une matrice de double matérialité avec, dans un axe, la matérialité financière, l'axe des abscisses, par exemple. Sur un autre axe, la matérialité d'impact, l'axe des ordonnées, par exemple. Et du coup, vous allez retenir dans votre reporting de durabilité tout ce qui est au nord et à l'est de votre graphique, c'est-à-dire tout ce qui est important en termes de matérialité d'impact et ou ce qui est important en termes de matérialité financière. Tout ce qui est au nord et tout ce qui est à l'est du schéma. Le nom du livre, c'est le Donut Theory. Alors attendez, je vous demande une seconde. Euh, oui, oui, ça s'appelle le Donut Economy. Ça s'appelle Donut Economy. Alors je sais pas, j'ai la version en anglais. Ça s'appelle Donut Economics, Seven Ways to Think Like a 21st Century Economist. Mais la version française existe. Et c'est vraiment un bouquin excellent. Je l'ai longtemps présenté à mes étudiants en me contentant du chapitre 1, qui est celui que je vous ai indiqué. Les 6 autres chapitres sont également très intéressants sur l'économie circulaire et sur un certain nombre d'idées que véhicule Kate Raworth. Euh, voilà. Je vois le chat qui se polarise sur ce bouquin. On est un peu hors du sujet CSRD, mais on peut. Quid de la décision du Sénat sur le report de 4 ans de la CSRD? Euh, alors, je n'avais pas connaissance d'une décision du Sénat sur le report de 4 ans de la CSRD. Je ne vois pas très bien quel serait le fondement juridique d'une telle mesure, dans la mesure où on a aujourd'hui une directive européenne qui prévoyait un certain calendrier. Cette directive européenne existe toujours. Ce calendrier n'a pas encore été revu par une nouvelle directive, par la directive Omnibus numéro 2. Donc pour le moment, on est sur le calendrier de la directive d'origine. Cette directive avait à être transposée en droit français, comme on l'avait déjà dit, comme on l'avait déjà dit. Elle l'a été. C'était une obligation en tant qu'État membre que de transposer cette directive. Donc je ne vois pas très bien
sur quel fondement juridique le Sénat aurait pu reporter de 4 ans la CSRD, et ça n'aurait en tout état de cause pas beaucoup de sens. Je trouve que les choses sont déjà suffisamment compliquées comme ça pour pas que le Sénat, que j'ai en très haute estime par ailleurs, hein, mais pour pas que le Sénat ajoute des sujets à ça. Euh, Et comme vous rebondissez sur ce report du Sénat, je vais faire des recherches ultérieurement, mais je suis incapable de vous en dire plus, à moins que autour de la table, mais je crois que mes petits camarades des affaires publiques qui étaient là il y a 15 jours ne sont pas forcément là, mais si quelqu'un autour de la table a la capacité de nous expliquer ce qu'il en est de cette histoire du Sénat, qu'il lève la main, et sinon qu'il se taise à jamais, comme on dit dans les bons films américains. Est-ce que vous avez des questions dont je préférerais qu'elles soient... alors le chat, c'est très bien, hein, mais dont je préférerais idéalement qu'elles soient de vive voix. Les seuils de CA et bilan de demeure, oui. Donc les entreprises de moins de 1000 salariés qui ont un CA supérieur, eh bien non. C'est une bonne question. Les seuils de CA et bilan demeurent, donc les entreprises. Alors, je crois que ça n'est pas rédigé comme ça. Il me semble me souvenir que on parle du seuil salarié, d'une part, et du seuil bilan ou chiffre d'affaires. En conséquence de quoi, la réponse à votre question, Florence, je pense, à vérifier, hein, parce que je suis pas un conseil juridique, mais à vérifier. Mais ma compréhension est la suivante. Sont soumises à CSRD les entreprises qui ont plus de 1000 salariés et qui ont soit un chiffre d'affaires de plus de 50 millions, soit un bilan de plus de 25 millions. Par conséquent, si on a ces deux caractéristiques, mais sans avoir la caractéristique salariée, on n'est pas soumis à CSRD. J'espère que je suis clair dans ma réponse, Florence. Euh, merci, Élodie, pour la précision. C'est un amendement par rapport à la transposition en droit français. Oui, oui, d'accord, je comprends. C'est un amendement qui consisterait à modifier l'ordonnance de transposition en droit français de la CSRD. Je ne sais pas si dans la transposition, on a une telle latitude de report sur une telle latitude de moratoire. Donc, je pense vraiment que la question juridique se pose. Par ailleurs, sous réserve, le Sénat ne décide pas seul du calendrier d'application de la CSRD, mais enfin, on regardera tout ça. Euh, je vois une question. Alors, Planète Pen, je vois très bien qui c'est. Le processus législatif entre l'examen par le Parlement européen à l'adaptation du Conseil européen, combien de temps pensez devrait envisager pour y voir plus clair? Alors, il y a plusieurs sujets là-dessus. Euh, si je reviens, euh, Si je reviens sur la question, euh, sur ce qui est en... Je suis en train d'essayer de vous repartager, hop, 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 hop. Voilà. Je vais vous repartager mon écran si j'y parviens. Voilà. Donc vous devez voir à nouveau donc mes différents sujets omnibus. Donc, pour la directive CSRD et pour le devoir de vigilance, ce qui est prévu, c'est un format à deux directives, l'une qui porte sur le fond, l'autre qui porte sur les délais d'application, de transposition, etc. Donc deux directives. Ces deux directives, comme je l'ai dit, n'ont pas été soumises à consultation des citoyens, comme c'est souvent le cas pourtant, et donc elles sont susceptibles d'être envoyées en l'état aux deux co-législateurs que sont le Conseil de l'Union européenne d'une part, représentant supposé des États, et le Parlement européen d'autre part, représentant supposé des citoyens.
ces deux institutions des traités vont examiner les deux textes proposés par la Commission européenne et, et introduire des amendements, ce qui nous conduira à l'existence de trois textes différents. Le texte d'origine de la Commission européenne, le texte amendé par le Parlement, le texte tel qu'amendé par le Conseil de l'Union européenne. À l'issue de ça, on aura des trilogues qui sont supposés rapprocher les points de vue de sorte de parvenir à une adoption de la directive. Tout ça, en général, c'est assez long. Je vous reparlerai de la directive sur le devoir de vigilance tout à l'heure, mais tout ça est assez long. Vous avez là-dessus d'excellents documentaires, je vous en parlerai tout à l'heure. Quand je dis assez long, je n'imagine pas que ce puisse être moins d'un an, et on est plutôt à un horizon de 1 à 2 ans. Après, il faut transposer la directive en droit national. Enfin, il faut l'adopter, la promulguer, la transposer en droit national. Une fois transposée en droit national, on a des délais d'implémentation et donc on a des exigences qui vont arriver après. Ça, c'est pour les deux directives. Pour ce qui est du règlement taxonomie et l'acte délégué taxonomie, ce qui a été annoncé, c'est que ça se fera par acte délégué de la Commission européenne. Ça peut être beaucoup plus rapide. Un acte délégué, c'est, comme son nom l'indique, un acte qui est acté par la Commission européenne, souvent aidé par des experts. Ça peut être l'EFRAG pour les questions de reporting d'entreprise, ça peut être les autorités de supervision financière pour d'autres questions. Et donc cet acte délégué est délégué en ce qu'il est l'objet d'une délégation par le Conseil de l'Union européenne de pouvoir et par le Parlement européen de pouvoir à la Commission européenne. Mais comme on est supposé être dans un processus démocratique, naturellement, la Commission européenne n'a pas toute liberté. Et si il est considéré soit par le Conseil de l'Union européenne à la majorité qualifiée, c'est-à-dire 65% des populations, 15 États membres, ou soit par le Parlement européen à la majorité simple, ces deux institutions peuvent, sous 2 mois de l'adoption d'un acte, délégué, objecter, c'est-à-dire dire non, cet acte délégué ne respecte pas le texte originel et il va au-delà de la délégation qu'on avait donnée à la Commission. Donc on est sur un processus beaucoup plus rapide. Vous voyez, si on adopte un acte délégué, on a après 2 mois pour objecter et ça peut passer à l'œuvre assez rapidement. En conséquence de quoi, ces textes, je vais revenir sur la question de la taxonomie parce que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Mais ces textes sur la taxonomie, en tout cas pour ce qui concerne les amendements du règlement et de l'acte délégué, ça pourrait aller assez vite. Ils sont en ce moment en consultation pour 4 semaines. Après, si vous mettez un acte délégué assez vite derrière la consultation, vous arrivez à 5 semaines, vous ajoutez 2 mois d'objection. Ça veut dire que dans un bon 3 mois, on peut avoir les amendements sur ces actes taxonomie. Sauf que la décision la plus importante qui est prise sur la taxonomie, c'est une réduction assez considérable du périmètre d'application du reporting article 8 taxonomie. Je vais y revenir. Et cette réduction du périmètre du reporting taxonomie, elle est introduite via les directives omnibus. En conséquence de quoi, cette décision qui est la plus importante concernant la taxonomie, plus que les décisions techniques qui pourraient être prises sur les actes délégués, et dont je pense qu'elles peuvent être assez positives, d'ailleurs, ces décisions techniques, mais par contre, la décision de restriction du scope, eh bien, elle devra suivre le rythme de l'avis de la directive Omnibus. Autre question, les nouvelles alliances au sein de l'Europe, PPE pouvant se rapprocher de l'extrême droite, un détricotage. Alors, ça, je ne veux pas revenir sur ces questions-là. On en a parlé assez abondamment la semaine dernière. On a un contexte politique qui est ce qu'il est.
il y a des incertitudes. En règle générale, enfin, jusqu'à nouvel ordre, le Parlement européen est sous une majorité modérée. Et donc, je pense que les négociations autour de ces directives se feront entre les personnes qui sont, positives, enfin, qui sont proactives sur ces questions-là. Je pense que ce sont des spéculations que de se dire est-ce qu'on va avoir l'extrême droite qui fera ci, les conservateurs qui feront ça. Je pense que c'est un peu tôt pour le dire. Les directives européennes prévalent sur les décisions en droit français. Alors, c'est un tout petit peu différent que ça. En vérité, les directives européennes sont transposées en droit français. En conséquence de quoi, ben, elles prévalent dans ce sens que oui, elles ont à être transposées en droit français. Alors, Agnès, je pense que vous rebondissez sur la décision du Sénat. Vous rebondissez probablement sur la décision du Sénat. Euh, alors, question ouverte de quelqu'un de quelqu'un dont je ne vois pas de Thibaut peut-être. Quelle est la tendance actuellement sur une bascule CSRD vers VSME? En d'autres termes, est-ce que les entreprises qui étaient soumises et qui ne seraient plus à court terme semblent reporter leur action à plus tard et stopper leurs efforts ou se dire que maintenant qu'elles sont engagées, autant y aller? Je pense que c'est un peu tôt pour dire tout ça. Moi, je sais que, comme je vous l'ai indiqué, je travaille au sein de ce qui s'appelle la communauté VSME auprès de l'EFRAG, qui réfléchit aux modalités de mise en application de ce voluntary dispositif. La commission en fait des caisses pour dire que ça va être génial, parce que c'est sa façon de se disculper d'avoir réduit le périmètre de CSRD. Donc pour le moment, on ne peut pas trop savoir. Moi, je pense qu'il y a un vrai sens. Alors, soit parce qu'on a déjà fait tout le boulot, soit parce qu'on a des convictions, soit parce qu'on veut l'utiliser comme bouclier vis-à-vis des donneurs d'ordre, banquiers, financeurs qui demanderaient trop d'informations. Il y a un vrai incentive tôt ou tard à adopter ce dispositif. Mais il n'est pas du tout stabilisé. Comme je le dis, il est hors CSRD à ce jour. Il est complètement hors de la CSRD, hein. Il y a aucun acte juridique qui l'y relie. Et donc, ben, c'est un peu tôt pour le dire. Mais oui, on a tous ces arguments-là, c'est-à-dire celles qui ont déjà fait le boulot, celles qui ont un intérêt à le faire parce que ça les protégera des demandes excessives par les donneurs d'ordre, celles qui ont des convictions, les sociétés dites à impact, toutes les sociétés, vous voyez, Aristote, on est membre du mouvement Impact France. Ben, je pense que les entreprises du mouvement Impact France, elles sont intéressées par ces dispositifs, oui, bien sûr. Et la question ouverte, oui, question ultra intéressante à poser de vive voix, je le répète, poser des questions de vive voix, je n'en vois pas qui se lève, mais oui, tout à fait. Je n'ai pas la main pour ouvrir mon micro. Alors ça, c'est Thibaut qui nous dit ça. Euh, voilà. Alors, est-ce que il y a les uns ou les autres qui veulent intervenir avant qu'on passe à la taxonomie et à la directive sur le devoir de vigilance? Il n'y a pas de main levée? Je suis parti du chat du coup, mais j'aurais pas dû ouvrir le chat. J'aurais dû vous obliger à poser les questions à main levée parce que c'est toujours plus vivant. Donc, comme j'ai pas de main levée, on va reprendre notre échange là où on l'avait laissé, c'est-à-dire en parlant de taxonomie. Alors, pourquoi de taxonomie? La taxonomie est un sujet qui est très lié la taxonomie est un sujet qui est très lié à la CSRD à cause d'un article, l'article 8, qui oblige les entreprises soumises à CSRD à un certain nombre d'obligations en matière de taxonomie. Au départ, la taxonomie,
Donc là, on est en train de parler du périmètre. Alors, on va parler essentiellement du reporting taxonomie et d'une question relative au périmètre des entreprises assujetties. C'est ça sur quoi portent les décisions, les décisions annoncées. On est aussi sur de la simplification des standards, d'ailleurs, entre parenthèses. Alors, d'abord, une taxonomie, c'est quelque chose qui n'est pas un caprice de l'Union européenne. La plupart des pays du monde, euh, alors il y a un peu de tout dans ces pays du monde, hein. Il y a des gens qui ont des motivations très différentes, mais la plupart des pays du monde ont soit les grandes économies du monde ont soit des taxonomies en développement, soit des taxonomies en place, avec des motivations quelquefois différentes. Pour ce qui était de l'Union européenne, l'idée c'était de définir les conditions auxquelles une activité économique pouvait être considérée comme durable ou pas durable, et d'ailleurs en faire à terme potentiellement des standards en matière de commerce international, puisque l'Europe est un grand consommateur sur le marché du commerce mondial. Les Chinois ne s'y sont pas trompés, qui ont immédiatement embrayé en essayant d'adopter le plus vite possible une taxonomie verte au motif qu'ils voulaient rester maîtres des standards des produits. Quand vous êtes quand vous êtes l'usine du monde, vous avez envie d'être maître des standards, vous n'avez pas envie de vous les faire imposer par l'Union européenne. Et par conséquent, la Chine a tenté de mettre en place une taxonomie, je dirais, concurrente. On voit ici certains pays d'Afrique, certains pays d'Amérique latine qui s'intéressent aussi à des questions de taxonomie. C'est souvent pour des questions liées aux green bonds. C'est-à-dire qu'elles veulent pouvoir avoir leur propre définition de ce qui est durable ou pas durable, de sorte de pouvoir faire qualifier leurs bonds, leurs obligations, en particulier leurs obligations souveraines, de vertes ou pas vertes, et en l'occurrence de vertes. Donc c'est ça la motivation. Le Canada est dans une optique assez comparable à la nôtre, dans l'Union européenne, avec des motivations assez proches. Juste pour rappel, euh, donc la taxonomie, c'est un texte qui se voulait un dictionnaire de ce qui est durable et pas durable. Un dictionnaire qui liste toutes les activités économiques et qui, à chaque fois, pour chaque activité économique, essaie de déterminer quelles sont les conditions pour qualifier cette activité de durable ou pas durable. Si cette activité économique n'a pas été traitée par les textes, elle est dite non éligible. C'est-à-dire que l'entreprise n'a pas à en tenir compte, c'est-à-dire qu'une entreprise du domaine agricole, par exemple, qui ne trouverait pas que son activité économique a été traitée, a été abordée par les règlements délégués sur la taxonomie, eh bien cette entreprise agricole va dire ben, mon activité n'est pas éligible, donc il n'y a pas d'analyse d'alignement possible. En revanche, si l'activité est éligible, alors on peut s'interroger sur est-ce que mon activité, est-ce que je la mène dans des conditions conformes à la vision de la durabilité telle que définie par les actes délégués. Et donc, est-ce que cette activité est alignée avec cette vision des actes délégués, cette vision de qualité durable? Pour ce faire, on s'assure on essaie de s'assurer que cette activité contribue de manière substantielle à un des 6 objectifs environnementaux et qu'elle ne cause pas de préjudice important à un quelconque des 5 autres. Ceux qui connaissent le sujet, bon, ça vous est familier. Ceux qui ont suivi mes cours aussi. Et toute la question est bien sûr le préjudice important et la question de la manière substantielle. Et pour cela, on a des actes délégués qui précisent les critères d'examen technique à appliquer pour qualifier tout cela. On cherche aussi à vérifier qu'il y a le respect de garanties minimales en matière sociale. On voit bien là tous les liens qu'on peut imaginer avec les autres textes. D'abord, les 6 objectifs environnementaux, ils correspondent parfaitement aux 5 ESRS environnementaux. Sauf que dans les ESRS, on a regroupé l'adaptation et l'atténuation du changement climatique. On a regroupé les deux objectifs climat, mais les ESRS
de la CSRD sont parfaitement calqués sur ce que la taxonomie qualifie comme les six objectifs environnementaux de l'UE. Et aussi, quand on parle du respect des garanties minimales en matière sociale, on n'est pas loin non plus de l'approche de la CSRD. Est-ce que cette... alors, ça, c'est ce que devait être... Alors, la taxonomie devait être cela, ce dictionnaire. Et puis, on a dit, alors, toutes les entreprises soumises à CSRD vont devoir nous dire, activité par activité de l'entreprise, et s'agissant de leur chiffre d'affaires, s'agissant de leurs opérations et s'agissant de leurs investissements, quelle est la part dans les activités éligibles de leurs activités qui sont alignées. C'est un reporting très lourd. Et donc, ce reporting, il s'applique aujourd'hui, toutes choses égales par ailleurs, dès que vous êtes soumis à CSRD, donc dès 250 personnes. Et vous êtes supposé rapporter la part du chiffre d'affaires éligible aligné dans votre business, la part des dépenses d'investissement, la part des dépenses d'exploitation. Est-ce qu'il fallait simplifier? Est-ce qu'il fallait réduire le périmètre? C'est un des sujets sur lequel je suis moins sévère vis-à-vis de l'approche. Alors, je ne suis pas sévère sur tout, d'ailleurs, sur CSRD, ni d'ailleurs sur la... oui, je ne suis pas sévère sur tout sur CSRD. Sur la taxonomie, c'est vrai qu'il y avait un vrai sujet de complexité. Je voudrais vous montrer un exemple. Parce que ce qui est compliqué dans CSRD, ce n'est pas tant la contribution significative à un des 6 objectifs que la non-contribution négative à un des 5 autres. Je voudrais vous montrer à l'aide du taxonomie. Alors, je le fais avec des copies d'écran parce que c'est trop compliqué de passer sur le site, mais j'attire votre attention sur l'existence d'un site génial qui s'appelle le Taxonomy Navigator sur le web de la Commission européenne, qui permet d'aborder de façon un peu compréhensible la taxonomie. Et c'est un outil qui est à jour de l'ensemble des actes délégués qui ont été adoptés au fil de l'eau. Vous googlez EU Taxonomy Navigator et vous arrivez normalement au bon endroit. Je voudrais vous montrer un exemple avec des activités comme l'activité de construction de nouveaux bâtiments. Qu'est-ce que vous dit cet outil? Il vous dit que les activités de construction de nouveaux bâtiments, c'est l'avant-dernière activité sur ma copie d'écran, là, peut être considéré comme éligible à 3 titres. Soit au titre de l'atténuation des changements climatiques, soit au titre de l'adaptation au climat, soit au titre de l'économie circulaire. Imaginons que je suis une entreprise de 300 salariés, soumise avant Omnibus à la CSRD, donc soumise avant Omnibus à la taxonomie. Je dois donc regarder sur l'ensemble des chantiers dont je m'occupe si je suis éligible. Imaginons que je cherche à savoir si je suis éligible au titre de l'économie circulaire. Je vais alors cliquer sur le petit bouton de l'économie circulaire. Et je vais, alors sauf que si je zoome, ça ne marche plus. Donc, sur le petit bouton ici, sur le petit bouton de l'économie circulaire, et je vais arriver ici à la définition de qu'est-ce que sont les critères de contribution substantielle à l'économie circulaire quand je fais de la construction de nouveaux bâtiments. Et là, j'ai toute une... Alors, je ne peux pas la descendre parce que, je le répète, je suis en copie d'écran, mais j'ai toute une explication des critères de contribution substantielle que je dois respecter pour que le chantier que je suis en train de mener soit éligible au titre de l'économie circulaire, soit aligné, pardon, au titre de l'économie circulaire à la taxonomie. Mais cela ne suffit pas. Je dois aussi vérifier alors que je n'ai pas de dommages significatifs sur l'un des 5 autres objectifs. Imaginons, donc les 5 sont à vérifier, bien sûr. Hein, je ne dois contribuer négativement à aucun des 5 autres. Si je prends l'exemple de l'eau, je vais avoir là les critères de non-dommages significatifs sur le sujet de l'eau. Et je vais voir que le chantier dont je suis en train de m'occuper, je le rappelle, dans mon exemple, je suis une entreprise de 300 salariés. Je dois vérifier
si les robinets de lavabo et de cuisine ont un débit d'eau maximal de 6 litres par minute, si les douches ont un débit d'eau maximum de 8 litres par minute, si les WC, les cuvettes, les réservoirs d'eau, bref, je vous épargne la suite, si les urinoirs consomment au maximum 2 litres par cuvette et par heure. Donc, pour une entreprise je le reprends cet exemple, de 300 salariés qui est sur ces différents bâtiments, elle doit le faire sur chaque bâtiment, elle doit le faire sur les 5 critères de non-dommage significatif, elle doit le faire sur les 3 critères que sont l'adaptation au changement climatique, la mitigation du changement climatique et l'économie circulaire. Ceci pour vous montrer la légitimité. Alors, Julien, je vais vous donner la parole une seconde, si je vous retrouve. Est-ce que vous pouvez relever la main pour que je vous retrouve sur le... Poum, poum, poum. Je vous ai perdu, Julien. J'ai vu une main se lever et puis elle n'y est plus. Et j'ai besoin de savoir où vous êtes pour vous donner la parole. Je vous donne la parole, je vous garde dans ma tête et on essaie de se parler à l'issue de la présentation sur la taxonomie. Je reprends mon partage. Euh, alors, Priscilla, alors c'est pareil, je ne trouve plus. euh, Autant ça marchait de façon fluide la dernière fois, autant j'ai des vrais sujets aujourd'hui. Euh, Je vois les mains se lever et je ne retrouve pas après l'icône. Bon, je reprends le partage, on va essayer de faire l'échange assez vite. Je reprends mon partage. Donc, je voulais terminer cet exemple et vous indiquer donc, du coup, donc ça, c'était pour vous expliquer à quel point. Priscilla et Stéphane, je crois que c'était Stéphane. Peut-être pouvez-vous poser votre question sur le chat dans l'immédiat. Je suis désolé, je ne parviens pas à vous donner la parole. Alors, Priscilla qui me demande si nous faisons un focus sur le secteur financier, que pensez-vous des positions de la FBF? Et je comprends pourquoi les sénateurs ont reporté, car j'observe que c'est une usine à gaz, plus le choix de faire la formation. Alors, je ne sais pas ce que veut dire plus le choix de faire la formation, cher Abel, euh, mais bref, voilà. Alors, je reprends le cours de mon exposé. Donc, je vous disais, le sujet des DNSH est un sujet particulièrement touchy. Et donc, du coup, qu'est-ce qui a été décidé dès les directives que sont la directive les deux directives, enfin, dès la première directive omnibus, celle qui porte sur le fond, le périmètre des entreprises soumises à l'article 8 du règlement de la taxonomie est réduit. Il est réduit d'abord par sympathie avec le périmètre de la CSRD, c'est-à-dire que dans un premier temps, il suit le changement de périmètre de la CSRD. Les grandes entreprises de plus de 1000 salariés restent contraintes à la taxonomie, à la publication de leur alignement à la taxonomie, mais pas les entreprises de moins de 1000 salariés. Mais en plus, un deuxième critère est ajouté, qui est le critère de chiffre d'affaires, qui est monté à 450 millions. Donc, on n'a pas un périmètre qui correspond exactement au périmètre de la CSRD. On a moins d'entreprises soumises au reporting d'alignement taxonomie que d'entreprises soumises à la CSRD. Et par contre, ce seuil, 450 millions de chiffre d'affaires et 1000 salariés, correspond au seuil de la directive vigilance. On a à peu près 5000, un peu plus de 5000 entreprises concernées de mémoire. Ça, c'est le périmètre. Et j'observe que cette question du périmètre de la taxonomie, qui est la question la plus importante qui est traitée à travers ce projet omnibus,
Celle-là, elle fait partie de la directive Omnibus et elle n'est donc pas soumise à consultation. En revanche, ce qui est soumis à consultation, c'est la simplification des actes délégués. Les exemples que je viens de vous montrer qu'il y a probablement des choses à faire dans ce domaine-là. Alors, Priscilla, vous m'interrogez sur la position de la FBF. Alors, la position de la FBF, elle porte sur différents sujets. Elle porte sur différents sujets. Je regrette de ne pas arriver à vous donner la parole pour que on puisse, euh, qu'on puisse partager plus facilement. euh, qu'on puisse partager plus facilement. Alors, chat. Je regarde le chat. Priscilla, sur le reporting volontaire et non obligatoire du gars, le recul que cela révèle sur l'ambition du Green Deal au niveau européen. Alors, oh là, il y a beaucoup de questions. Alors, le Green Deal, c'est quoi le Green Deal? Alors là, on est sur les bases. Le Green Deal, on est sur ce qui a été l'ambition de la Commission européenne durant 5 ans, durant les 5 années précédentes. C'est donc un ensemble de réglementations de tous ordres dont on peut résumer que leur objectif est de faire parvenir l'Europe à être le premier continent neutre carbone d'ici 2050. Donc ça, c'est ce qui est le Green Deal. Et là-dedans, il y a plein de choses. Et notamment, on y a intégré progressivement tous les mécanismes de finance durable de l'Union européenne. Et il est vrai que dans les mesures de simplification, de dérégulation que prend en ce moment la Commission, il y a un certain nombre de textes qui étaient liés au Green Deal. Vous aviez dans le Green Deal les questions relatives à la finance durable, mais vous aviez aussi dans le Green Deal les questions relatives aux obligations sur la biodiversité, un certain nombre de sujets sur l'alimentation, de la ferme à la fourchette. On a un certain nombre de choses sur l'évolution des industries. A été présenté un projet qui s'appelle le Clean Industrial Act, en même temps que la directive Omnibus il y a 15 jours, qui est supposé aussi refondre un peu ces objectifs-là. Mais voilà, le Green Deal, c'est une philosophie qui était celle de la commission von der Leyen 1. La commission von der Leyen 2, comme je l'ai déjà dit la semaine dernière, est plus concentrée sur les aspects compétitivité. Et pour répondre alors à la question plus technique de Priscilla, bah, voilà, on est dans une ambiance, on est dans une tendance actuellement qui est plutôt une tendance à la. Est-ce que Priscilla, vous pouvez peut-être relever la main pour voir si je vois quelque chose, mais bizarrement, je n'ai pas du tout la même configuration. Voilà, donc là, je vous vois bien. Alors, je vous vois bien, merci Priscilla, mais sauf que je ne vous retrouve pas après dans les icônes. Ah si, voilà, je vous ai retrouvé. Alors, Priscilla, bon, bah, voilà, ça y est, je vous retrouve. Donc, Priscilla, je réussis normalement à vous ouvrir votre micro. Euh, hop, 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 hop. Allô, micro, voilà. Euh, alors, par contre, vous ne l'avez pas ouvert, le vôtre. Oui, Priscilla. Oui, voilà, ça y est, on y arrive. Et du coup, si j'y arrive avec vous, je vais y arriver avec les autres. D'abord, merci pour vos petites fiches qui sont géniales sur LinkedIn. Merci beaucoup. Bah, déjà, je voulais m'excuser parce qu'effectivement, je voulais participer il y a 2 semaines et j'avais eu un contretemps. Donc, Ouais, merci pour ouais. cet événement. J'ai Et- suivi avec attention le début de la session qui est très intéressante et j'aime beaucoup aussi à quel point le chat est très interactif. Donc, merci à tous et à toutes. Vous avez déjà répondu à des questions, mais en fait, oui, effectivement, enfin, enfin, c'est plutôt des questions et des commentaires que j'avais. Effectivement, au sens plus large, parce qu'effectivement, avec le dynamique un peu géopolitique qui se passe en ce moment, il y a un backlash ESG autour des sujets de la durabilité qui viennent des États-Unis, ça c'est un fait. Mais aussi, moi, d'une manière plus technique, parce qu'effectivement, moi, je pense qu'il y a eu, je ne vais pas dire d'un double jeu de la part du secteur banquier, ou en tout cas, on va dire financier, qui effectivement ont quelque part aussi, on va dire, advocate pour
l'utilité d'un reporting sur la durabilité. D'ailleurs, c'était même les premiers à demander des normes sectorielles. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je pense que vous êtes très bien documenté sur le sujet. Mais en même temps, c'est le même secteur qui maintenant nous dit qu'effectivement, il voudrait un reporting volontaire du gars. Donc, à mon sens, je pense que ça vient un peu contredire effectivement l'essence, la philosophie qu'il y avait autour du Green Deal. Donc, c'était un peu le commentaire que j'avais. Après, j'attendais d'avoir un retour Oui, sur ce que j'avais. oui, alors bon, c'est un peu l'interrogation qu'on a sur tout ça, c'est est-ce qu'on est en train de toucher au fondement du Green Deal ou est-ce qu'on est en train de toucher à des questions de nature du type simplification, etc. Et donc c'est tout un débat qu'on peut avoir enfin, auquel moi je n'apporte pas la même réponse selon les sujets qu'on évoque. C'est-à-dire que et j'essaierai d'avoir le temps de vous dire rapidement sur la vigilance, mais s'agissant de la taxonomie, moi, j'ai jamais été un grand fan de l'outil. Alors, l'outil en tant que dictionnaire, je le trouve génial. Et d'ailleurs, même une PME peut l'utiliser pour essayer de comprendre à quelles conditions son activité est durable et quels sont les critères et les points sur lesquels elle peut essayer d'agir pour avoir une activité plus durable. Mais j'allais dire, c'est dans un dispositif de type volontaire qu'on peut faire ça. De là à rendre des obligations de reporting obligatoires, et vous l'avez vu, j'ai essayé de vous faire un exemple, mais bon, c'est très discutable. Sur la taxonomie, je suis pour ma part assez en faveur de ce qui a été proposé, en tout cas sur la réduction du périmètre. Alors, est-ce qu'on n'est pas monté un peu brutalement? Il n'y avait peut-être pas besoin de monter à 450 millions de chiffre d'affaires. Je pense qu'on l'aurait aligné sur CSRD, c'était plus simple pour tout le monde. Mais cela dit, il y avait un fondement. Après, les banques, qu'est-ce qu'elles disent? Les banques, elles sont les financeurs, elles ont besoin d'un certain nombre d'informations, à la fois pour répondre à leurs propres obligations en matière de reporting, et puis aussi parce qu'elles ont besoin d'évaluer les risques et opportunités offertes par les entreprises auxquelles elles prêtent. Euh, donc, donc les banques, elles sont dans cette situation-là. Quand on réduit les obligations de reporting de leurs clients, eh bien, ça réduit leurs accès à des données et ça leur pose des problèmes aussi pour leur propre reporting. Donc après, elles s'engouffrent dans le truc pour dire, bah, nous aussi, on veut se voir simplifier. C'est, j'allais dire, de bonne guerre. Moi, je reste optimiste sur le fait que je crois au risque. Je crois au risque ESG. Je crois vraiment au risque ESG. Je crois vraiment que ça fait porter des risques sur l'économie. Je crois vraiment que vous avez des quartiers de Los Angeles qui sont aujourd'hui qui ne sont plus assurables. Je crois vraiment qu'il y a des quartiers de Valence en Espagne qui aujourd'hui ne sont plus assurables. Donc on a une réalité derrière. Et en conséquence de quoi, des financiers vont continuer d'avoir ce besoin-là. Euh, et aussi d'ailleurs parce que SFDR le leur demande pour ce qui est des gestionnaires d'actifs. Mais donc les financiers, je pense, peuvent être plus des atouts que des ennemis dans ce truc-là. C'est plutôt les entreprises elles-mêmes qui ont poussé à la dérégulation, hein, je pense là. Alors oui, la FBF sur la fin a embarqué derrière parce qu'ils se sont dit, mais attendez, on est en train de déréguler tout le monde et nous, les banques, on ne nous dérégule pas. Donc oui, ils courent derrière. Mais les modifications du GAR, du ratio, alors là, on est dans des trucs très techniques, mais disons qu'il faut rester, il faut derrière essayer de rester homogène, quoi. Il faut essayer de rester homogène. Je vais rapidement passer, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, je vais rapidement passer au devoir de vigilance, parce que alors là, par contre, sur le devoir de vigilance, les mesures qui ont été très, très violentes, très, très radicales. J'allais dire violentes, mais disons, on va dire plutôt radicales. La directive avait été adoptée avec difficulté. Elle avait été adoptée à l'issue d'une longue négociation. Je vous recommande, si vous êtes intéressé ou si vous découvrez avec moi les joies du processus législatif européen, je vous recommande un reportage qui doit durer 1 heure et demie, quelque chose comme ça, qui s'appelle Dans les coulisses du pouvoir, qui avait été diffusé sur Arte. Je crois qu'il est plus sur la plateforme Arte, mais on le retrouve sur YouTube dans son entièreté.
Et c'est un document qui raconte les négociations au Parlement européen autour de la directive sur le devoir de vigilance. Alors, les personnes qu'on voit dans ce reportage sont trois députés. La rapporteuse Lara Walters, qui est une députée social-démocrate des Pays-Bas. Heidi Hautala, qui est une députée verte de Finlande. Et puis une qu'on connaît ici, qui s'appelle Manon Aubry, qui est députée du groupe Gauche Unitaire Européenne. Donc des gens, des personnes marquées plutôt à gauche, qui ont porté ce projet côté Parlement. Et d'ailleurs, en voyant les personnes qui ont porté ce projet côté Parlement, on comprend, et je ne veux pas revenir sur la question tout à l'heure sur le climat politique au Parlement européen, mais on comprend mieux pourquoi. Moi, j'avais été très surpris d'ailleurs de l'adoption, du succès à avoir adopté cette directive à la fin de la dernière législature. Et c'est vrai que dans la législature actuelle, c'est encore plus compliqué pour des textes de cette nature. Et pourtant, la question du devoir de vigilance, c'est pas là encore une invention européenne. Vous savez, ceux qui ont suivi des cours de RSE, en général, on vous parle de l'accident du Rana Plaza en 2013 au Bangladesh, qui a été la, la- la prise de conscience sur le sujet de l'exploitation qui était faite de certaines entités dans la chaîne de valeur. Et depuis, on a un certain nombre de réglementations qui ont vu le jour un peu partout. Alors, sur le devoir de vigilance, les sujets, c'est le traitement de la chaîne de valeur, la question de la vigilance elle-même et le calendrier d'implémentation. Pour faire passer le seuil, la législation, on avait relevé le seuil beaucoup plus haut que celui de la CSRD, puisqu'on avait retenu 1000 salariés et un chiffre d'affaires de 450 millions d'euros, à comparer à 50 millions d'euros de CA pour la CSRD. Et puis, on avait un calendrier progressif d'implémentation. C'est assez drôle quand on regarde ce calendrier et quand on entend les organisations patronales qui se plaignent des énormes contraintes que leur font vivre la CSRD en termes de compétitivité aujourd'hui. Parce qu'on parle de calendrier pour 2027, 2028, 2029. Donc, il est absolument malhonnête de prétendre que le déficit de compétitivité de l'Union européenne pourrait être dû d'une quelconque manière à cette réglementation-là. Mais bon, passons, ça fait partie du jeu, mais enfin, on a le droit de jouer dans les règles éventuellement. Après, donc cette directive, la décision euh, de, la, de la directive du projet Omnibus, c'est non pas de changer le périmètre, mais de changer le délai de transposition en le repoussant d'un an. Donc, on est sur une transposition pour juillet 2027. Je le répète, une transposition juillet 2027, c'est aussi un report des obligations d'un an, avec des exigences de diligence raisonnable qui sont également reportées d'un an. Donc, quand on parle d'urgence sur la compétitivité européenne, on n'est pas en train d'adresser le sujet ici. Je le dis parce que je trouve que le discours qui a pu être tenu autour de cette directive est quand même un peu singulier. Euh, Ce qui est plus grave, c'est que, indépendamment de la question du report de la législation, indépendamment de la question d'un scope quand même qui était déjà dès le départ assez restreint, puisqu'on l'avait remonté au cours des négociations d'origine, mais là maintenant, on exempte les entreprises de l'obligation de regarder toute leur chaîne de valeur. Or, on sait très bien que les problèmes de droits humains se passent pas au niveau 1 de vos fournisseurs, mais au niveau 2, 3 ou 4. Il faut donc regarder et auditer vos fournisseurs, les fournisseurs de vos fournisseurs, les fournisseurs des fournisseurs de vos fournisseurs. Alors j'entends que cela est coûteux, cela est lourd, euh, d'où le fait que, alors non seulement on oblige plus que à regarder le niveau 1, mais en plus on oblige à faire un audit complet que tous les 5 ans au lieu de tous les 1 an. Alors, si je reviens à ma question, alors certes, on continuera d'exiger une diligence raisonnable complète quand il y a des indices, des informations plausibles suggérant des impacts négatifs. Ça va être donc le travail. Le travail est transféré du législateur aux ONG. C'est-à-dire que ce sera aux ONG de lever les sujets et de les mettre
au devant de la scène, de sorte que les entreprises traitent l'ensemble de leur chaîne de valeur, mais sans cela, elles n'ont aucune obligation légale de le faire. Euh, le, le projet prévoit également quelques autres simplifications. Un changement sur la question de la responsabilité civile avec un rôle redonné aux États de définir la question de la responsabilité civile. C'est pas forcément bête. La question de la responsabilité civile, on peut considérer que ça peut être au niveau des États membres. Et puis quelques autres éléments de simplification. Mécanisme d'ajustement aux frontières pour être complet dans la présentation, puisque Tiffen, dans sa communication, a fait état du fait que j'en parlerai. Là aussi, on est sur une simplification, réduction du scope et réduction des obligations pour les importateurs qui restent dans le scope. Vous savez, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, ça conduit à des obligations de reporting des importations, du bilan carbone des importations que vous faites. Voilà, moi j'ai fait le tour de mes slides. Je regarde s'il y a des... alors oui, cela va favoriser la création de filiales parce que pour pas que la holding, je ne vois pas dans les nouvelles directives qui permettent de limiter cette facilité. Laetitia, pour revenir à la CSRD, vous parliez la dernière fois de LSMI, me semble-t-il. Alors, la différence entre LSMI, me semble-t-il, entre LSMI et VSMI, c'est que LSMI, c'était dans le corpus de la CSRD. C'est-à-dire que si je reprends mes slides et je vais essayer d'y revenir le plus vite possible. Hop. Si je reprends mes slides, je vous ai dit que voilà, vous devez voir, non, vous ne voyez pas. Poum, poum, hop. Voilà. Si je reprends mes slides, vous voyez que j'avais mis à droite du tableau le SRS LSMI, norme PME cotée. Pourquoi? Parce que la CSRD vise les grandes entreprises, plus de 250 salariés, 50 millions, 25 millions, mais aussi les PME cotées. Par conséquent, le texte CSRD nécessitait des précisions sur ce qu'il couvrait. Donc, le SRS LSMI, il visait à cela. Il visait à adresser la question des PME cotées et à préciser si ces PME cotées pouvaient, enfin, à indiquer que ces PME cotées pouvaient avoir un système simplifié. Le Voluntary SMI, c'est plutôt une initiative de l'EFRAG qui est un peu à côté du paquet CSRD, et donc il y a une nature qui est assez différente. Mais comme je vous l'ai indiqué, je crois qu'on peut dire que le SRS LSMI PME coté, il est mort de sa belle mort, puisque dès lors que les PME cotées ne sont plus à terme dans le scope. Donc, je pense que dans le scope de CSRD. Donc, je pense que ce système va mourir de sa belle mort. Alors, voilà pour Agnès. J'espère que ça a répondu à votre question. Agnès, vous avez... Alors, j'essaie de vous retrouver, mais je vous l'ai dit, c'est un peu compliqué sur mon écran. Voilà, je vous ai retrouvé. Je vous ai retrouvé du premier coup. C'est dommage d'arriver à bien fonctionner à la fin de la session. Mais vous avez le micro, mais vous ne l'avez pas ouvert, le vôtre, Agnès. Agnès, c'est votre micro qui n'est pas ouvert, je pense. Alors, oui, Priscille. Alors, Julien, je vais essayer à votre tour de vous donner la main et puis on redonnera la parole à Agnès. Donc, vous avez le micro, Julien, mais il faut que vous le preniez. Vous Voilà. m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour. Merci Bonjour. pour la présentation.
qu'est-ce que vous conseilleriez aujourd'hui à une entreprise qui serait actuellement concernée par la vague 2, c'est-à-dire qu'on doit faire un reporting en 2026 sur l'année 2025, dans le chemin, c'est-à-dire continuer la double maths, l'analyse d'écart, du coup, la faire avec les ESRS actuels. Vous devez le faire parce que vous êtes une société non cotée de plus de quoi, avec combien de salariés? Plus de 1000. Vous êtes à plus de 1000 et vous êtes non coté. Oui. Donc vous êtes dans un cas. Alors, donc la CSRD continuera de s'appliquer à terme, hein, enfin du moins si. Alors je rappelle que tout ça c'est soumis à un processus législatif, hein. Il va y avoir des discussions autour de cette proposition de la Commission. Mais toute chose égale par ailleurs, si la proposition de la Commission était adoptée, vous resterez soumis à CSRD. Vous aurez les ESRS simplifiés du futur acte délégué ESRS. J'espère que je suis clair encore là jusque-là. Et par contre, vous avez effectivement une phase un peu compliquée, intermédiaire, puisque là, vos obligations sont reportées d'1 an de mémoire. Enfin, elles sont reportées, mais elles sont reportées du fait de la directive sur le report des obligations. Donc, cette directive, à ce jour, elle n'est pas adoptée. Donc, pour moi, aujourd'hui, sur le plan légal, vous êtes toujours, alors sous réserve de ce que vous évoquiez avec les amendements du Sénat, là, il faut que je regarde ce que c'est ce truc parce que ça m'a perturbé. Mais bon, bref, pour moi, vous êtes toujours aujourd'hui sous le régime de l'ordonnance de transposition française de la CSRD d'origine. Donc, moi, je ne lèverai pas je ne mettrai pas trop le frein à ce stade-ci, tant que les choses ne sont pas plus claires. Je continuerai mon projet comme si de rien n'était. Oui, Après, il me semble, au moins le temps que les choses se clarifient sur le statut de ces entreprises-là. Et ça va se clarifier très vite parce que les organisations, notamment patronales, vont vite demander, enfin, il va vite y avoir des questions qui vont monter sur le statut de ces entreprises-là. Donc moi, je serais assez prudent dans un premier temps sur le plan légal. Sur le plan légal, il me semble que les obligations, pour le moment, sont maintenues mais avec une vraie perspective qu'elle soit reportée. Simplement, tant que ce n'est pas fait, sur le plan légal, ben voilà, vous êtes là-dedans. Après, sur le plan plus politique, il me semble que vous ne courriez pas de risque gigantesque à traîner. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu un distinguo entre le légal et le conformité. Alors après, ça dépend aussi de la culture de votre entreprise. Si vous avez une culture très, très, très conformité, être conforme, c'est maintenir le calendrier comme il était prévu. Si vous avez des dirigeants un peu plus cow-boys, vous pouvez tenter de traîner un peu la patte. Mais de toute façon, les choses vont s'appliquer à vous. Donc, moi, je ne vois pas trop l'intérêt de traîner, quoi. Oui, c'est sûr. Après, la question, c'était la double matérialité. De toute façon, c'est une approche stratégique, donc il faut toujours la faire. Mais Ouais. c'est plutôt sur la partie analyse d'écart où là, je me demande en fait si faut se baser sur les ESRS actuels ou alors attendre les prochains ou utiliser tous les ESRS qui sont non narratifs. Comme ça, on s'assure, entre guillemets, que ceux-là, normalement, devraient rester. Et les narratifs, les faire peut-être plus tard. Enfin, c'est plutôt cette partie-là où c'est un peu plus trouble, on va dire. C'est compliqué, hein. J'ai pas la réponse, Julien. J'ai pas la réponse. Je sais pas. C'est vraiment une situation qui est pas simple. Alors oui, l'analyse de matérialité, de toute façon, c'est un exercice de nature stratégique qui est toujours utile, hein, qui est génial à faire et qui est toujours utile. L'analyse d'écart, l'analyse d'écart, peut-être que la solution, ça serait de la faire à un niveau pas trop granulaire, de le faire plutôt au niveau des disclosure requirements plutôt qu'au niveau des data points. Mais bon, je ne sais pas si ça fait du sens dans votre type d'entreprise. Je ne sais pas. Est-ce que j'ai à peu près répondu, Julien? Oui, très bien, merci beaucoup. J'ai fait aussi bien que je pouvais. Agnès, vous avez toujours la main levée et Ça y vous est, avez j'ai toujours. trouvé. Ah, voilà, vous avez trouvé. Pardon, c'est bon. Pardon, oui, je vois bien ce que sont les VSME, je les ai lus, etc. Mais en fait, ma question, c'est, moi, j'ai lu les normes ESRS de base, j'ai lu les VSME, et les LSME, c'est un texte différent? Oui. D'accord, Oui. ok. C'est un texte différent, mais qui, je vous dis, qui est accessible sur le site de l'EFRAG. Alors,
le texte VSMI, donc c'est un document qui a été publié dans une formule, dans un format qui se voulait à peu près définitif en décembre. Définitif, mais je le répète, il est hors CSRD, hein, Oui, j'ai bien en tête ça. il est non normatif. Et alors que le SRS LSMI, il était à ma connaissance, il a été soumis à consultation parce qu'il avait une vocation à devenir normatif. Je ne sais pas où en est son statut, mais de toute façon, il n'arrivera jamais plus loin, celui-là. Enfin, Mais je ne vois pas le... c'est pas vers lui que doit tendre la simplification, justement? C'est pas ce que Alors, vous disiez? alors, vous avez raison. Oui, j'aurais dû dire ça quand même. Dans le processus, et ça va répondre aussi à la question de Julien, dans le processus de simplification des ESRS, donc de ce futur acte délégué rattaché à la future directive Omnibus. Donc, ce n'est pas pour demain, hein. Dans ce futur acte délégué rattaché à la future directive Omnibus, il est très possible que les législateurs, je ne sais pas si c'est la commission ou l'EFRAG, s'inspirent du dispositif VSME. Effectivement. Parce que VSME ou LSME? Pardon, oh, excusez-moi. Oui. LSME. D'accord, ok. LSME. Ok. Ça serait logique. Ça serait très logique. Parce qu'on est sur un cas d'entreprise cotée, dans un cas comme dans l'autre. Et donc, c'est probablement la bonne référence à regarder. Peut-être plus d'ailleurs que le VSME qui, lui, visait des sociétés non cotées. Et qui est ultra light, et je crois qu'il n'y a même pas la double mat. Qui est ultra light et qui n'a pas la double matérialité. Donc, qui n'est pas du tout... le VSME n'est pas l'avenir de la CSRD. On est d'accord, hein. Le VSME, c'est autre chose. Ça va vivre sa vie, ce truc-là. Alors, est-ce que ça marchera? Est-ce que ça ne marchera pas? Ça n'est pas l'avenir de la CSRD. À une réserve près, c'est que ça pourrait servir de bouclier aux PME non couvertes par CSRD lorsque des financiers, des banquiers leur demandent trop de trucs. Vous voyez, ils pourraient sortir le truc en disant attendez, vous me demandez des trucs que même le VSME ne me demande pas. Vous voyez? Et je comprends. Ouais, ça pourrait être ça. C'est la notion de bouclier. Et d'ailleurs, la Commission européenne a utilisé le terme de bouclier. Oui, il y a une disposition, je crois, prévue. Ouais, mais c'est vraiment, c'est pour ça que je pense effectivement, et merci de votre question parce que j'ai pas été clair là-dessus. Je pense que le LSMI peut devenir un peu une référence, non pas pour la directive CSRD, mais pour le futur acte délégué de SRS. Je suis désolé enfin, je suis désolé, non, je suis pas désolé. C'est parfait. Non, j'y suis pour rien. Non, je suis pour rien, mais franchement, tout ça est d'une complexité quand même. Avec beaucoup d'incertitudes, hein, comme on le disait avec Julien, beaucoup d'incertitudes. Donc, il faut essayer de... C'est pour ça que je pense que c'est utile. Vous voyez, moi, j'ai l'habitude de travailler avec pas mal de prises de recul. Je pense que c'est utile aussi d'avoir un peu les tenants, les aboutissants du truc, parce qu'il y a des cas où les réponses ne sont pas noir-blanc, quoi. On va être dans des tas de situations particulières où il va falloir réfléchir à, ben oui, quel est l'esprit du régulateur sur ce sujet-là, quoi. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je ne vois plus de main levée. Alors, Laetitia, je ne suis pas sûr d'avoir compris l'histoire de favoriser la création de filiales. Mais bon, c'est donc pas le même texte des normes, donc ça on l'a dit avec Agnès. Bonne nouvelle. Alors la double matérialité, effectivement, donc elle n'est pas dans le dispositif VSME, mais elle reste dans le dispositif CSRD. Elle est dans le dispositif LSME. Et donc elle reste normalement au centre du sujet CSRD. Elle reste au cœur du sujet. Voilà. Commentaire final. Alors, quelqu'un me propose un commentaire final. C'est génial, ça. Ah, bah, c'est Priscilla qui me propose un commentaire final. Alors, je vais prendre le commentaire final de Priscilla. Ce sont les pays EMEA, notamment le Japon, la Chine, qui se retrouveront avec des reporting ESG plus exigeants que ce que prévoyait l'Europe.
très belle webconférence et merci pour l'invitation. Bah, je vous en prie, c'était un plaisir. Non, Priscilla. Alors, c'est vrai que la Chine a choisi de s'orienter vers un reporting de double matérialité. Je rappelle que la CSRD, que l'Europe ne l'a pas abandonné. Donc, on n'est pas obligé de se condamner non plus. Moi, je pense que on est en plus dans une ambiance très particulière en ce moment, très particulière. Moi, je pense que l'Europe, dans le débat public autour de ces textes, va se ressaisir. Je l'espère, c'est mon espérance. Alors, non pas, je le répète, parce que tout serait mauvais dans ce qu'a proposé la Commission. La simplification sur le reporting taxonomie, je trouve que c'est une très bonne idée. La réduction du périmètre, la réduction du périmètre, je suis moins sûr, mais l'existence d'un bouclier pour les PME non soumises, je trouve que c'est une bonne idée. Tout ce qui est fait sur la directive due diligence, je trouve que c'est désastreux parce que c'est là où nous abandonnons des valeurs qui sont propres à l'Union européenne et qui sont justement très importantes à défendre dans le contexte un peu compliqué qu'on a en ce moment. Il y a des pays qui vont défendre ces valeurs, le Canada, un certain nombre de pays d'Asie. Oui, la Chine est du bon côté du manche sur la question de la double matérialité. Il faut dire que les impacts de la pollution ou sur l'eau, ils savent ce que c'est. Ils payent pour voir. Mais je ne crois pas qu'on devienne moins disant que la Chine. Il faudrait regarder en détail. Je ne connais pas en détail la régulation chinoise. Je ne crois pas qu'il faille dire qu'on devient moins disant. Alors par contre, c'est vrai qu'il ne faudrait pas aller plus loin dans la simplification parce que tous les pays du monde sont en train d'adopter des législations aux normes ISSB, enfin ou proches des normes ISSB sur les reporting extra-financiers. Donc c'est quand même ça serait quand même embêtant qu'on devienne moins disant que tous ces pays du monde alors qu'on était en pointe. Mais merci Priscilla de cette conclusion. Concernant le mécanisme aux frontières, a-t-il prévu que Alors, je ne sais pas répondre à votre question, Olivier. Il faudrait regarder dans le projet de règlement de la commission. Votre question n'est pas traitée dans les Q&A, en tout cas. Et je n'ai pas lu le projet de règlement de la commission mais il y a un projet de règlement. Il faudrait aller se plonger dans le projet de règlement. Merci pour le lien. Merci pour le lien pour la proposition du Sénat. Je vais regarder ça, Julien. Et puis voilà, bah, écoutez, je vous propose d'arrêter là. Je remercie on était associé avec l'Institut supérieur de l'environnement. J'ai pas eu le temps, j'avais pensé donner la parole à des gens qui avaient suivi la formation à l'ISE sur la CSRD pour qu'ils puissent raconter un peu les points positifs, négatifs, mais on n'a pas eu vraiment le temps. Puis c'est pas grave et c'était pas l'objet que de faire de la promo. Et donc, je vous quitte là. On reste en contact. Je vous remercie infiniment pour pour votre patience, pour ceux qui sont encore là. Il y en a beaucoup moins qu'au début. Je vous remercie pour votre patience et à bientôt. Au revoir.